Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. De sa posture de premier partenaire économique du Cameroun, après l'indépendance, l'ancienne puissance coloniale a reculé du fait de la concurrence, mais aussi du sentiment anti-français qui va grandissant. L'ambassadeur de France au Cameroun a reconnu qu'au cours des 30 dernières années, les entreprises françaises ont perdu au total 30% des parts de marché au pays de Paul Biya. De nombreux analystes pensent que cette chute est pas loin de s'arrêter. Mais comment expliquer cette perte croissante de parts de marché au Cameroun par la France? Suivons maintenant le décryptage de la situation par notre analyste qui est sur le plateau de la radio Balafon. Suivons. Mais justement, Dr Biada, comme le dit Banda Kane, 40% des échanges commerciaux entre le Cameroun et la France dans les années 90, on est tombé désormais à 10%. La France et le Cameroun n'ont que 10% d'échanges commerciaux désormais. Ça fait 30% de perdus en une vingtaine d'années, ce qui est énorme pour l'économie française. Mais aussi, vous avez également le Cameroun qui était le premier, la France qui était le premier fournisseur du Cameroun. Aujourd'hui, la France est le 7e fournisseur du Cameroun. Le président Biya a diversifié les sources de partenariat économique. La Chine, la Turquie, l'Inde, même le Maroc passent devant la France. Alors, est-ce que Macron est dans une opération de reconquête d'un territoire perdu au fil des ans? Va-t-il réussir la mission? Est-ce que Biya va céder? En ce moment, que peut-il se passer? De 40% des échanges de parts de marché au Cameroun en 1990, rendus en 2021, ils étaient tombés à 10%. Et on me demandait donc si cette chute était irréversible. J'ai donc démontré pourquoi est-ce que cette chute est arrivée et elle était irréversible. Nous sommes en 1990. La loi sur la profession d'expert comptable, par exemple, ne date que de 91. Ça veut dire qu'en 1960, 70, 80, tout ce que vous voulez, si vous voulez certifier vos états comptables, vous faites appel à Fourier, c'est français. Vous faites appel à Auditech, c'est français. Vous faites appel, quand ce n'est pas français, c'était des compagnies qui avaient des relais en France et qui s'étaient installées ici. Et on les a appelés les Big Five dans le domaine du conseil. Parce que c'est un de mes secteurs d'activité là-bas. McKinsey, Pricewaterhouse, j'ajouterais Deloitte & Touch. Je pourrais pas oublier Capgemini qui fait dans les systèmes d'information et l'informatique. Donc, si vous vouliez dans le secteur, auditer une entreprise, augmenter les performances de cette entreprise, Monsieur Bojiko, il fallait faire appel à cette expertise française ou alors affiliée à la France. Donc ce marché-là a disparu. Pourquoi? Vous voulez faire une mission en rapport avec le droit. Le docteur Soma peut facilement le faire. Cette expertise était essentiellement étrangère. Et quand le monsieur, je vous donne un exemple, nous sommes en 2000 et il y a, à l'époque, ça s'appelait Arthur Anderson, qui avait eu un marché du côté du Burkina Faso de 300 millions. Et eux, ils devaient donc partir des États-Unis pour ici. Ils estiment que non, ils ne mobilisent pas leurs équipes Burkina sous le label de Arthur Anderson. Donc, voilà un exemple simple. Or, ces Burkinabés ne savaient pas que c'est des Camerounais qui ont fait tout le travail, la conception, les thèmes de référence, les manuels de procédure, le diagramme de circulation de l'information. On a fait tout, c'est nous qui avons fait ça. Ça, c'était l'expertise camerounaise. Mais si on veut comptabiliser ça, on met ça sous le coup de qui? De Arthur Anderson. Pourquoi? Parce que nous avons encore cet esprit-là, monsieur Bojiko. La colonisation a de la... C'est le chanteur, Bob Marley, qui dit « We have to emancipate from mental slavery ». La colonisation mentale est très dure chez nous ici. Donc si ce Burkinabé me voit et je lui rappelle ça, il va dire non, laisse tomber, c'est Arthur Anderson qui avait fait ça, toi tu es noir comme moi. Donc le noir lui-même est convaincu que son frère ne peut pratiquement rien. Et vous voyez comment nos frères même dans l'avion hier exultaient en collant leur tête sur la tête du président alors que ça peut prêter à confusion. Mais ils sont contents qu'on les taxe même autre chose parce que le noir a collé sa tête sur la tête d'un blanc. Donc voilà notre état d'esprit qui fait donc que si je reviens au sujet, pourquoi est-ce que la chute est irréversible des parts de marché généralement gagnées par les entreprises françaises? J'avais indiqué ça, la chute irréversible des adjudicataires de la commande publique camerounaise d'origine française. Cette chute s'explique donc sur le domaine de l'expertise. Vous voulez faire quoi? Audit informatique. Mais je fais appel, je vous constitue toute une équipe là pour aller faire l'audit. Vous m'appeliez, j'ai laissé une entreprise à l'instant, nous sommes en train de faire une mise à niveau là-bas, ils veulent qu'on leur mette sur pied un plan de diagnostic stratégique global, et le chef de mission, le voici devant vous. Ce n'est pas un Français. Et le monsieur, le travail que nous sommes en train de faire, on a déjà fait venir un étranger, un blanc, qui va s'assurer la conduite du changement dans une organisation à travers 13 étapes, et puis 81 jours. Ça, c'est les choses que nous faisons maintenant, et telles que quand nous en parlons, c'est avec autorité. Donc, de ce point de vue, la France a perdu ce marché. Allons dans le domaine des BTP. Hier,
Et là, c'est un ancien directeur général d'une entreprise de construction d'automobiles d'engins lourds de BTP qui parle. Hier, lorsque j'avais besoin d'acheter des engins lourds de BTP, je prends le bulldozer, je prends la niveleuse, je prends le compacteur à pied de mouton, je prends la pelle excavatrice, je prends le tractopelle. Monsieur Bojiko, il me fallait autour de 4-5 milliards. Mais grâce aux Chinois, qui de leur côté travaillent énormément, parce que nous étions allés sur la base de ce que les routes en Chine ne sont pas construites avec ces engins qui viennent d'ailleurs. Et j'ai eu la chance de faire une mission du côté du col de Gandéré, de la ville pour là-bas. Quand je suis arrivé, tous les engins que j'avais vus, c'est sans publicité, c'est Zoom Lyon, c'est les Chinois qui fabriquent ces engins-là. Les niveleuses, les pelles excavatrices, les bulldozers, ils avaient tout ça avec eux. Jusqu'au camion. Qu'est-ce qui se passe? On s'est rendu compte que quand j'ai besoin, par exemple, d'une niveleuse, on va dire une équipe simple, une batterie simple pour pouvoir exploiter, faire de l'exploitation minière, par exemple, il faut 2 milliards. Mais quand tu achètes tout le matériel chinois, monsieur, ça te fait 500 millions. Oh. Qu'est-ce que vous choisissez, Bojiko? Je prends un autre exemple dans le domaine du transport. Quand moi j'achète une voiture que, c'est sans publicité, Tractafrique me vendait, je prends un camion Mercedes Actros 3340, c'est-à-dire 330 chevaux. Monsieur, il me faut à peu près 130 millions pour l'avoir. Quand je prends les mêmes 130 millions, je prends la Mercedes chinoise qui s'appelle Beben Truck. C'est ce que nous avons eu à conseiller à certains opérateurs camerounais. Le monsieur, avec le même montant, avait 3 camions. Et je leur disais, allez-y par exemple, c'est sans publicité encore. Je suis obligé de citer des exemples pour mieux faire comprendre. 18 portant protection du patrimoine routier. Son article, si c'est clair. Si vous avez 2 essieux, poids total autorisé en charge, c'est 21 tonnes. 3 essieux, poids total autorisé en charge, 28 tonnes. On y va. Parfois, ils vont jusqu'à 30 tonnes. On ferme les yeux là-dessus. Vous qui venez donc avec un camion, monsieur Bojiko, pendant que vous faites, on appelle ça techniquement bordereau, c'est-à-dire un voyage sur Yaoundé. Moi qui ai acheté des camions chinois, j'en ai fait 3. Pendant que vous réalisez une performance de 30 jours, moi qui ai pris les 3 camions chinois avec le même montant que vous, j'en ai fait 90. Autrement dit, le chiffre d'affaires que moi je réalise en 1 an, il vous faut un minimum de 3 ans pour le réaliser. Par voie de conséquence, qu'est-ce qui se passait même? Certains de ces opérateurs réussissaient encore à acheter 3 autres camions. Donc pendant que leur flotte augmente, toi qui es resté avec le matériel qui vient de la France, ta flotte n'augmente pas. Malheureusement, tu consommes le même niveau de carburant. Tes performances restent liées uniquement à ce seul camion. Donc le jour où ce camion a un problème d'entretien, ce qui est normal, il y a des pièces d'usure, la pneumatique, le système de transmission. Le jour où tu as ce problème d'entretien, moi j'ai mis mes 9 camions sur le terrain. Donc ce jour-là, je fais tellement de chiffres que toi tu ne peux pas en faire. Donc autrement dit, la diversification des sources de partenariat a fait que beaucoup de matériel de remplacement, de substitution, de concurrence sont arrivés sur le marché et sont offerts à très bon prix. Nous sommes sur cette table, M. Bojiko. Voici l'eau minérale. Oui. Est-ce que vous savez qu'à l'époque, c'est à l'hôpital qu'on vous conseille l'eau minérale? Nous, on n'estimait pas que quelqu'un pouvait sortir comme ça, aller acheter l'eau minérale. C'est le médecin qui disait que quand vous rentrez avec ce patient-ci, donnez-lui de l'eau minérale. Ouais. Mais il a fallu qu'on laisse. Là, nous sommes en 2000. J'ai failli réaliser ce plan de mise à niveau de cette structure-là. C'était une mission 3R, restructuration, réhabilitation et repositionnement stratégique. J'avais conseillé le consultant et ces gens sont là. Ils ont refait exactement la même chose. On avait une bouteille qui avait la même couleur, la même forme, le même étiquetage. Et quand ces étrangers sont entrés sur le marché, Castel a été obligé de suivre. Et vous voyez donc que l'eau minérale, il y en a même qui se lavent les mains avec de l'eau minérale. Vous allez dans une tontine aujourd'hui, est-ce que c'est pensable que vous ne buvez pas de l'eau minérale? Et le format, il était le seul, le même, M. Bojiko, 1,5 litre. Grâce à cette concurrence-là, vous avez le format maintenant, 30 centilitres, 33 centilitres, 65 centilitres, 1 litre, 1,5 litre, 5 litres, 10 litres, 20 litres. Les bonbons même tels que vous pouvez emmener chez vous. Donc voilà des secteurs également où la France avait imposé sa façon de faire et sans la concurrence, elle était restée toujours à conduire les mêmes pratiques. En tant que l'eau et viande était très prisée par... oui. Là-dessus, vous êtes en train de parler par exemple des eaux importées. Là, comme jeune étudiant, là nous sommes en 1995, ça ne me rajeunit pas. J'avais fait une étude sur les eaux minérales commercialisées au Cameroun et leur positionnement stratégique. À cette époque-là, on importait à peu près 27 variétés d'eau minérale, au rang desquelles donc Seigneur, Evian, Pierreval, je m'en remémore encore, Perrier. Ouais. Donc ça, dans ce couloir-là, localement, on ne pouvait pas faire grand-chose. Voilà ce qu'on proposait. Et quand ces concurrents sont rentrés sur le marché, vous vous êtes rendu compte que la France ne pouvait pas suivre par rapport à... Donc j'ai pris l'exemple des engins motorisés, j'ai pris l'exemple des voitures, j'ai pris l'exemple des engins de BTP, je prends l'exemple des engins industriels.
Monsieur Bojiko, quand je fabrique mes produits, je vais au magasin pour pouvoir les parquer. Il me faut un chariot élévateur. Si je prends un chariot élévateur, généralement Hitachi qui nous vient d'ailleurs, ça coûte 4 fois avec le même prix. J'achète 3 chariots élévateurs chinois. Donc, résultat de course, on a tendance à aller vers ce monsieur qui nous offre un matériel qui nous permet de résoudre nos problèmes, mais en même temps qui est bon marché. Troisièmement, qui a des pièces de rechange. C'est ça le problème, ils ont des pièces de rechange, ce qui fait donc que vos engins peuvent tourner à tout moment. Et sur ce point-là, la France a perdu également ce marché. Mais je dois quand même indiquer qu'il y a également des endroits, des secteurs pour lesquels la France n'a pas perdu. La France est présente chez nous. Je prends le secteur, et j'ai d'ailleurs fait une mission là-dedans, de l'industrie pharmaceutique. Une structure comme Laborex est là depuis 1948, donc 3 ans seulement après la Première Guerre mondiale. 48. Donc c'est le grossiste répartiteur de référence ici chez nous, c'est Laborex. Et Laborex n'est ni de Bafan, ni de Yaoundé, ou bien d'ailleurs, c'est une coloration française. Dans le domaine de la banane, nous dominions à un moment donné. Avec notre style ici, il y a notre structure qui est arrivée avec quelques financements locaux, qui est là, Bon Plantation Limited, mais on a encore un peu de la peine à décoiffer les sociétés fruitières de Marseille qui sont encore le leader dans le domaine de la production de la banane douce. Et à ce niveau-là, on a quand même été déçus, M. Bojiko. Il y a un partenaire qui est venu tout droit des Émirats Arabes Unis qui nous a dit, moi j'ai besoin de la banane. Nous sommes levés parce que nous sommes partis à Ndiombe. Et on voulait donc négocier la banane. On dit, mais cette banane, nous la voyons. Il était question d'aller plutôt à Marseille, monsieur. Parler de la banane qui se produit à Ndiombe, à Mukundangue, à Bolifamba, au Grand Sud-Ouest. Ça, à ce niveau-là, la France est encore très présente. Si je vais dans le domaine qui est le vôtre, la distribution des images satellitaires, vous voyez très bien que la France est encore présente à ce niveau. Donc la France n'a pas perdu pied partout. Les 10% qui lui restent là, c'est suffisant pour pouvoir marquer sa présence ici au Cameroun. Et je vais par exemple dans le port. Au port, les gens disent Bolloré est parti. Non, non. Le port, c'est comme au marché central, Bojiko. Quand vous arrivez là-bas, il y a le marché de chèvres. Là-bas, vous ne voyez que les chèvres. Il y a le marché de plantain. Quand vous allez là-bas, vous ne voyez que le plantain. Donc, au port, ce que nous appelons au marché là, au port, ça s'appelle terminal. Donc, on dit terminal à conteneur. Là-bas, on ne décharge que les marchandises qui ont été conteneurisées. Si c'est en conventionnel, ça veut dire là, on a apporté les marchandises en vrac. Si c'est du bois, il y a un terminal pour cela, et pour le cas du Cameroun, ça s'appelle Société d'exploitation des parcs à bois du Cameroun. Et c'est tenu encore par Bolloré, ce n'est pas une affaire. Il n'est pas parti. Non, 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 il est présent, la Société d'exploitation des parcs à bois du Cameroun a pour tour de table dominant Bolloré. Et quand je sors de là, je vais maintenant dans l'huile de palme brute. L'huile de palme brute. Je prends le leader du marché, c'est la Socapalm. Bolloré est l'un des plus grands actionnaires de ce côté-là. De ce côté-là. Je sors de Douala, je vais à Kribi. On parlait du terminal à conteneur. Le tapis 700 000. Qui peut acheter un costume de 700 000? Je sais que vous êtes un PDG qui est très bien salarié. Alors, en dehors de ceux qui travaillent chez Balafon, qui peut porter un costume de 700 000? Les paires de chaussures, en gros, pot de grenouille de mer, quand j'étais jeune étudiant, ça m'est resté en travers de la gorge pour ça, monsieur Bojiko. J'ai attendu, on m'a donné ma bourse. Au total, ça faisait 45 000 fois 3. Et on m'a parlé d'un supermarché à Yaoundé, au marché central, d'un prêt-à-porter. J'arrive là-bas, le monsieur me regarde tranquillement, voilà une belle paire de chaussures pour vous. Et moi, ça me plaisait. Lui, il me dit, c'est un pot de grenouille de mer. J'ai dit, ça, c'est ce que j'ai porté. Combien? 350 000. Je me suis rendu compte que si je prenais même ma bourse de toute l'année, je n'aurais pas pu m'offrir cette paire de chaussures là. Voilà un exemple comme celui-là. Or, c'était des points de vente de produits qui nous venaient de la France. Autrement dit, si les Chinois n'étaient pas venus pour nous donner des copies de costumes, pour nous donner des copies de chaussures, des copies de ceintures, on se retrouverait aujourd'hui avec des gens qui ne seraient pas confortablement habillés. Donc voilà des couloirs dans lesquels la France a de la peine à faire de la concurrence. Elle reste... Elle fait même d'ailleurs, des hommes de marketing connaissent, on appelle ça les crémages. C'est-à-dire, je vais dans un marché, monsieur Bojiko, aujourd'hui, vous voulez aller à Yaoundé, vous pouvez payer 49 000. Je vais par avion, 24 minutes, on n'en parle plus. Je peux également aller par ce qu'on appelle chez nous le Marquemazou. C'est 1500. Je vais m'asseoir là-bas à Saint-Michel. On fait le ramassage. Je suis là depuis 8 heures. Le dernier ramassage va finir autour de 16 heures et on prend la route maintenant pour faire 240 km en l'espace de 8 heures. Parce qu'en route, il ne fait que ramasser. Les autres descendent, ils jouent taxi. Je peux également faire à 5 000, à 6 000, à 10 000. Donc eux, ils ont fait cet écrémage et ils se sont positionnés pour non pas l'entrée de gamme, ni le moyen de gamme, mais pour le haut de gamme et le premium. Or, vu notre pouvoir d'achat ici,
Et notre pouvoir d'achat est symbolisé par notre SMIC. Ah oui, en même temps. Salaire minimum interprofessionnel garanti, 1994, il est de 23 214 francs. Le Cameroun estime que non, il paye très mal ses ouvriers, ses enfants, et augmente ça à un niveau très élevé, ce qui fait qu'en 2008, il est passé à 28 216 francs. Et le Cameroun estime encore que non, vraiment, il ne peut plus torturer ses enfants comme ça, il faut doubler ça, il faut élever ça. Et nous sommes en 2014, en juillet 2014, il passe de 28 000 donc à 36 270 francs, monsieur Bojiko. Vous qui aimez souvent boire de bonnes boissons, il y a de bonnes boissons ici, la canette coûte 1000 francs. Donc ça veut dire que quelqu'un sort de la maison, il travaille, et à la fin du mois, on lui donne 36 canettes de boissons, monsieur Bojiko. Qu'est-ce qu'il peut bien faire avec 36 canettes de boissons? Donc le niveau de revenu général, le niveau de revenu général est tel que le Cameroun et le Camerounais normal ne pouvait plus continuer de suivre les produits français. C'est la raison pour laquelle sur tous ces couloirs-là, la France a perdu la main. Un Français qui, et je conclue là-dessus, qui veut venir faire une mission, par exemple, ici, vous lui mettez le billet d'avion en place, il veut voyager dans l'avion. Le monsieur qui est en classe éco a payé 200 000 en basse saison. Lui, il va aller en first class à 6 millions de francs. Qu'est-ce que vous faites donc? Peut-être que la mission locale, le budget même ne fait pas 5 millions. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'aurez plus la possibilité de l'appeler. Vous regardez auprès de vous les gens qui ont de l'expertise, qui peuvent faire exactement la même chose. En d'autres termes, le fait que cela arrive à la France, à mon sens, est une façon de nous demander de regarder tout autour de nous et penser donc à ne plus être victime de ce que le président Biya lui-même a dit. Nous produisons ce que nous ne consommons pas et nous consommons ce que nous ne produisons pas. Alors, donc prenons l'habitude de mettre un terme à ce chiasme-là et consommer ce que nous produisons au lieu de continuer à regarder avec un peu de mépris ou de dédain l'expertise locale. Mais, alors le golfe de Guinée, M. Bojiko, c'est au moins 17% des ressources en pétrole dans le monde. Il faut imaginer donc pourquoi est-ce que... Et là, le président Badakani est en train de me dire non, les Américains étaient déjà là, au moins 10 ans avant. Et la force militaire en attente ici, au niveau de Douala, généralement, c'est les Américains qui sont derrière ça, qui peut dire cette force militaire en attente. Le jour où vous prendrez le bateau pour aller dans le golfe de Guinée, justement, vous verrez tellement de troupes prépositionnées en haute mer pour surveiller les plateformes pétrolières qui sont là-bas. Donc, le président Macron qui arrive ici, et on me demandait, vont pas assez de devises pour acheter sur le marché international le gazoil qui généralement était consommé localement. Le crise de devises, ça veut dire quoi? Depuis pratiquement les indépendances, hein, M. Bojiko, 85% de nos recettes d'exportation étaient centralisées au Trésor français. Ensuite, les batailles des politiques ont pu faire en sorte que cette clé de répartition passe de 85% pour la métropole et 15% pour la mère patrie à 65%. Et puis nous sommes restés avec 35%. Depuis une bonne dizaine d'années, la clé a changé. Elle est pratiquement égalitaire, c'est-à-dire 50% des devises sont concentrés au Trésor français et puis les 50% nous les avons ici. Autrement dit, si nous voulons acheter à l'international ce que nous ne fabriquons pas localement, je prends l'exemple par exemple du secteur de l'industrie pharmaceutique. Pour fabriquer les médicaments, il faut essentiellement deux choses, hein. Les excipients et puis le principe actif que nous n'avons pas localement. Il faut acheter ça en Inde. L'Inde utilise la roupie et nous utilisons le franc CFA. La contre-valeur de la roupie en franc CFA n'existe pas. La contre-valeur du franc CFA en roupie n'existe pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer par une monnaie tierce, qui est donc soit le dollar, soit l'euro, tout à fait, soit l'euro, soit le franc, soit l'euro, soit le dollar, ou même le yen, ou une autre monnaie qui n'est pas forcément le franc CFA. Donc dans ce cas, le Cameroun est obligé d'interpeller la France. Donc je crois qu'au milieu des échanges aujourd'hui entre le président Macron et le président Biya, on va mettre ça sur la table, c'est-à-dire comment faire pour que cette clé de répartition passe même au lieu de 50%, qu'il conserve 15% et nous 85%. Et plus tard, là, sans être Madame Tarot, je reste toujours un homme. Je peux prédire que le franc CFA aura disparaître, M. Bojiko. Figurez-vous, j'ai fait un petit travail là-dessus. Sur le continent africain, il a existé au moins 3 zones monétaires coloniales. On a connu la zone monétaire sterling, qui était pilotée par l'Angleterre, elle a disparu. On a connu la zone monétaire réal, qui était pilotée par le Portugal, cette zone a disparu. Et on a la 3e zone maintenant, qui est la zone à l'étranger, à hauteur de 1000 milliards de francs CFA, l'équivalent de 1000 milliards de francs CFA, qui correspond aux exportations des études de carbone en 2006 chez nous. Cet argent nous sera intégralement retrocédé et on aura donc la possibilité de décider sur certains de nos choix politiques. Deuxièmement, il y a aussi autre chose, hein, parce que la France vient avec quand même quelques récriminations à notre endroit. Je vous prends l'exemple sur le secteur énergétique. Vous voyez que c'est Actis qui étaient les Anglais, qui étaient à Eneo, qui avaient acheté, un directeur général était un Camerounais.
Ensuite, le deuxième directeur général est devenu curieusement un Français au lieu d'être un Anglais parce que l'entreprise est de nationalité anglaise. Et le troisième directeur actuel, il est également français qui nous vient de EDF. La France pourrait poser ça sur la table. De tout ce que vous avez comme barrage hydroélectrique au Cameroun, EDEA, 256 mégas de capacité installée, Sonloulou, 396 mégawatts de capacité installée, Lato, 70-72 mégawatts de capacité installée, Mekin, c'est 15 mégas, je vais à Meveleux, 211 mégas, je vais maintenant à l'usine de pied qu'on est en train de construire du côté de Bertois, c'est entre 29 et 30 mégas. Donc, ça veut dire que la plus grande centrale de production d'énergie électrique ici au Cameroun, ça va être la Nachtigal Hydropower Corporation Company qui se trouve du côté de Nachtigal de Bachenga, qui va produire 420 mégawatts de capacité installée. La France pourra donc mettre ça sur la table en disant « Je donne donc l'énergie pour que l'économie tourne ». Mais quand on vient dans le paysage, par exemple, de la raffinerie minière, on ne trouve pas les entreprises françaises là-dedans. Vous avez le massif ferreux, par exemple, de Ngouvaillant, du côté de Lodov. Le monsieur qui a déjà été pressenti pour l'exploiter, il s'appelle Jinda Steel. Il est indien. Vous avez le massif ferreux qui a fait des vagues ces derniers temps-ci du côté de la Lobé. Le monsieur qui est déjà pressenti, quand je dis monsieur, c'est une façon de personnifier l'entreprise. Hein. Donc l'entreprise qui est déjà pressentie pour son exploitation, qui a même déjà une convention minière, s'appelle Sido Steel. C'est chinois. Au contraire d'une entreprise française du nom de Eramet, qui s'est intéressée au massif de l'utile d'Akonolinga. À date, parce qu'en matière d'exploitation minière, vous commencez d'abord par les indices, on vous donne une autorisation pour regarder. Une fois que vous avez vu ces indices, deuxième autorisation, deuxième agrément pour que vous évaluez donc le potentiel. Quand vous avez fini d'évaluer le potentiel, maintenant, on signe une convention minière avec vous pour qu'on passe à la phase d'exploitation. Or, Eramet, par exemple, est encore à la phase de l'évaluation du potentiel rutilifère du rutile d'Akonolinga. Et enfin, quand vous regardez même Balam du côté de Ngoïla, c'est vrai que ça va de l'autre côté à Vima, nous sommes là au Congo. Oui. C'est Ossino, qui est australien, qui est pressenti pour gérer cela. Donc la France va offrir de la matière première qui est dans l'énergie pour la raffinerie minière et aucune entreprise française n'est parmi les adjudicataires qui ont bénéficié d'une convention minière avec le Cameroun. Donc la France pourrait mettre ça également sur la table. Et enfin, ce qui pourrait être au menu des échanges, j'ai rapidement deviné le cas de la Sonara. La Sonara, depuis le début, a eu pour partenaire technique, jeune consultant à l'époque, j'ai travaillé à peu près 4 ans sur cette question-là, c'était la France qui était là. Dans l'exploration, c'est la France avec Total. Il y avait d'abord FCLEPCA qui est la France. Total Exploration, c'est toujours la France. Mais dans le secteur pétrolier aval, c'est-à-dire la raffinerie spécialement, la France ne fait plus partie du tour de table de la Sonara qui est totalement devenue une affaire camerounaise. Or, la France pourrait donc revenir en disant, voilà, dans la nuit du vendredi 30 au samedi 31 mai 2019, la raffinerie a cessé de fonctionner. Alors, vous avez par exemple un problème avec votre hydrocracker, ça fait 250 milliards. Moi, j'ai déjà travaillé avec vous pendant au moins 10, 15, 20, 30 ans. Je connais très bien la maison. D'où vient-il que vous soyez encore là à afficher des atermoiements pour octroyer le marché à celui qui pourrait vous aider à faire sortir donc la Sonara? Parce que même la crise que nous observons dans les stations aujourd'hui, c'est justement dû au fait que nous n'avons pas une raffinerie qui est en train de fonctionner. Parce que si la raffinerie fonctionnait, le Cameroun produit le pétrole qui s'appelle le Camcolé. On donne donc cette quantité-là à la Sonara. Comme par le passé, la Sonara avait l'habitude d'acheter le Forcados, le Doudou, le Pennington au Nigeria, et faisait donc une combinaison qu'on appelle le blending en anglais. Donc mélanger ça maintenant pour que le rendement soit un peu plus élevé. Ce qui fait que ça, nous n'avons pas besoin de devises pour cela. Donc si la raffinerie tournait, on continuerait comme par le passé à alimenter nos stations-service en produits hydrocarbonés, raffinés. Et je conclue pour dire également... Et de très bonne qualité d'ailleurs. Bien entendu, je conclue pour dire qu'au GICO, il faut aussi dire la vérité. C'est-à-dire pendant très longtemps, nous ne sommes pas encore parvenus à alimenter le marché camerounais en gaz domestique selon les quantités voulues. À l'époque, quand j'y travaillais, on avait besoin de à peu près 10 000 tonnes métriques de gaz à consommer chaque mois. Le Cameroun était obligé, à travers la CSPH, Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures, de lancer le marché de fourniture. Tout donc les entreprises qui sont nées dans le trading, qui devaient donc alimenter le marché camerounais en 3 quarts, c'est-à-dire 7500 tonnes métriques de gaz. Et localement, la Sonara ne nous fournissait que 2500 tonnes, c'est-à-dire 25%, c'est-à-dire un quart. Donc, la situation est telle que
toutes les mines, et le président Banda Kani le disait, pour ceux qui ont fait un peu de géologie, quand vous prenez le tableau de classification périodique de Mendeleev, les 103 éléments, je le dis sans hésiter, on peut les retrouver ici au Cameroun. Nous avons tellement de ressources ici que nous pouvons valablement, sur la base de ces mêmes ressources, rembourser nos dettes. Un exemple simple, vous avez suivi tout le débat qu'il y a eu avec le massif ferreux de l'Alobé. Oui. Mais on s'est rendu à l'évidence que si ces gens payaient effectivement le Cameroun, même peut-être sur 3 ans à l'avance, le Cameroun aurait remboursé ses 8 000 milliards de dettes à l'international. Or, et depuis un certain temps, je m'intéresse à ces massifs-là. Donc, j'ai Ngoayan qui est un massif de fer, j'ai l'Alobé qui est un massif de fer, j'ai Mbalam qui est un massif de fer, il y a au moins 10 ou 15 autres. Donc, Lors de sa récente visite au Cameroun, Emmanuel Macron a reconnu que la France a perdu des positions financières au Cameroun. Elle est passée de 40% des parts de marché à la fin des années 1990 à 10% aujourd'hui. Cette décote du label français dans l'espace économique camerounais est due au fait que, depuis plus de 2 décennies, le Cameroun s'est résolument engagé dans une politique de diversification de partenaires économiques. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.